Bienvenue les amis dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 23 août 2024. Donc après une période de congé, bon j'espère que vos vacances étaient bonnes, eh ben nous revoilà donc pour faire un aperçu de ce qui s'est passé et puis bah oui, il s'est passé quelque chose. Donc début août. Alors là, donc un petit graphique. Vous voyez ici, donc c'est le dollar, donc la monnaie, hein, le dollar par rapport au yen japonais, donc japanese yen. Et vous voyez comme quoi effectivement le dollar s'appréciait énormément par rapport au yen. Pour une raison qui était très simple, c'est que le taux d'intérêt au Japon était inférieur au taux d'intérêt donc américain, ce qui veut dire qu'il y avait donc une génération de ce qu'on appelle le carry trade, c'est-à-dire j'emprunte des yens, ok, et je les place sur les marchés, sur des crypto-monnaies, etc., etc., puisque effectivement je profite d'un taux d'intérêt d'emprunt très faible au Japon, et puis bah, je mets sur les marchés aux États-Unis, j'investis sur le dollar quels que soient les dollars canadiens, par exemple. Alors, manque de bol, c'est que effectivement le Japon a commencé courant juillet à resserrer ses taux et à les remonter, ce qui veut dire, on voit tout de suite, effectivement, le dollar c'est moins apprécié, c'est surtout que le japonese yen est remonté et on voit tout. Ici en jaune, vous avez l'indice Nikkei. Ok, et ben on voit effectivement l'incidence directe. L'indice monté avait dépassé le plus haut d'ici, et puis paf, catastrophe. Ben voilà, donc et puis, on a eu un rebond parce que la Banque du Japon a dit bon bah ok, on va pas complètement remonter les taux, on va injecter beaucoup de liquidités et puis bah tout va bien. Donc là, je vous ai fait un petit blabla. Vous voyez, la Banque du Japon a décidé de relever les taux. Pour les emprunteurs, bah voilà, donc vous allez emprunter plus cher. Donc il y a plein de gens qui ont clôturé, bouclé leur position, voilà, etc. Donc c'est pour ça qu'il s'est passé ça sur les crypto-monnaies, sur les indices, sur les actions, etc. Bon, alors, même si effectivement on n'a pas la science infuse, je ne l'ai pas, je m'appelle pas Irma, mais en tous les cas, on ne sait pas complètement tout hein, sur ce qui s'est passé, mais enfin, il y a eu quand même, il y a toujours, et c'est depuis, alors je vais pas dire que c'est ancestral, mais ça, le carry trade, je me souviens déjà dans les années, à la fin des années 2000, donc 2007, 2000, on en parlait déjà, voilà. On empruntait à très peu cher, donc le yen, et puis ça nous permettait donc de s'impliquer sur d'autres devises ou sur d'autres marchés. Et puis, ben, on gagnait hein, le spread entre les taux d'intérêt américains, par exemple, et puis le taux d'intérêt japonais. Voilà. Bon, alors donc, euh, là, par exemple, hein, on a vu comme quoi le BTC, hein, donc le Bitcoin, donc a rebondi. Hein, il a touché sa moyenne mobile, donc 50 semaines. Bon. Et puis, il y a aussi la peur de la récession Biden, même si maintenant se présente plus donc pour sa réélection. Mais enfin bon. Donc, il y a un problème peut-être qui va apparaître et on va voir quelques courbes. Et puis bon, la peur du conflit, d'un conflit de troisième guerre mondiale, etc. Bon, il y a cette peur aussi qui apparaît. Alors, ici, je vous ai indiqué donc une courbe, c'est une courbe de récession. Oui, c'est une récession, voilà. La courbe de Sam, donc vous avez vu sur la diapo précédente, ok, on en parle. Sam, c'est une nana qui était, d'après mes souvenirs, elle était à la Fed. Elle a quitté la Fed et puis elle a monté son propre organisme, donc pour faire des statistiques. Et chose intéressante, c'est une courbe de récession. Donc si on remonte le temps passé, ça peut être toujours instructif. Hein, on voit ici ce qui s'est passé entre 2007 et ici donc 2011 où effectivement, 2007, on a eu quand même des indications, c'était pas très bon, etc., etc. Et puis, bon, bien sûr, il y a eu aussi hein, la crise au niveau des montages, des mortgages donc douteux aux États-Unis, et donc effectivement la faillite de Lehman Brothers, etc., etc. Mais bon,
Et on voit comme quoi la courbe avait bien monté. On la retrouve ici montante, mais ça c'est 2020, où on a bloqué, donc à cause du Covid, etc., l'ensemble des économies. Et puis aussi, il y a une petite indication, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la moyenne mobile, donc 200, donc ici on est 200 mois. Et on voit comme quoi, quand la courbe de récession casse cette moyenne mobile, eh ben, on revient en 2007, c'est quand même le moment où on a eu cette crise, donc économique aux États-Unis, où les indices ont tapé un plus haut en 2007, et à partir de ce moment-là, ben, les indices ont commencé à baisser. Voilà. Et c'est valable aussi pour le Nasdaq, bien sûr. Et là, on arrive à ce petit point-là où on risque de croiser à la hausse la moyenne mobile 200 qui est un peu plate. Bon, alors attention, attention. Je suis pas là en train de vous dire, il faut avoir peur, mais je n'ai pas la boule de cristal, mais il faut faire attention. Également, ça c'est donc la balance de la dette de l'ensemble des crédits cards, donc des cartes de crédit aux États-Unis. Et là, juste une petite indication, vous voyez comme quoi on est à 1115 milliards de dollars de dette sur l'ensemble des cartes de crédit aux États-Unis. Et ceci, on avait un point bas, puisque ici on avait eu 2020, puis hop, 2021, et puis depuis ça monte. Donc, il y a une indication, c'est-à-dire que la dette qu'ont les consommateurs américains devient de plus en plus importante parce que la vie est chère, parce que les loyers ont sacrément augmenté, parce que les œufs, je crois d'après mes souvenirs, sur le marché américain, les œufs a pris 50% d'augmentation. C'est quand même pas rien. Alors imaginez le pétrole, enfin, donc l'essence, etc. Donc il y a un problème donc de crédit. Bon, il y a également un petit, donc là je vous l'indique, c'est, on a un problème de croisement ici entre les prix neufs et les prix, on va dire, d'occasion, enfin en tous les cas, les maisons déjà existantes, donc la revente, par rapport à l'achat d'une maison qui est neuve. Et là, on a un petit souci, c'est que le prix moyen, donc c'est en square foot, donc en pieds carrés, ok, pas en mètres pas de carré, mais c'est en pieds carrés, et on voit comme quoi effectivement le prix de l'existant, donc le marché de l'occasion, on va dire ça comme ça, hein, ok, dépasse le prix du neuf. Bon, et là il faut faire attention. Ça veut dire que quoi, si le prix neuf ne correspond plus à une demande ou c'est trop cher, voilà, il y a un problème, on va dire, économique. Donc, il faudrait regarder l'indice aussi, donc, qu'un ETF, XHB, pour tout ce qui est construction de maisons. Et donc, au niveau de, on va dire, du chômage, l'unemployment, là aussi, il faut faire attention. Je vous dis pas comme quoi on est sur un point de basculement, que ça y est, c'est la fin du monde et que, etc. Non, il y aura peut-être des opportunités, mais je me permets de vous mettre en garde. C'est le rôle aussi, nous, de la bourse en stress. Oui, effectivement, là, c'est donc le pourcentage, c'est un rate, c'est un pourcentage, où effectivement, le chômage commence à remonter. Il avait fortement monté en 2020, mais maintenant je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a suffisamment évoqué. Et puis là, on a tendance à repartir à la hausse. Bon, il faut toujours garder, vous savez, le passé doit toujours servir. C'est pas, le passé n'est pas là pour dire comme quoi ça se répète à chaque fois, etc. Mais il doit toujours servir, en tous les cas, pour regarder dans le passé, pour savoir un petit peu ce qui pourrait se passer au présent ou même demain. Et bien là, c'est pareil, on se rapproche d'une moyenne mobile ici de 50 mois. Et regardez, quand on avait cassé donc la moyenne mobile 50 mois, eh ben ça correspond encore à 2007. Donc vous voyez, voilà. Donc c'est juste pour highlighter, c'est-à-dire mettre en lumière des petits soucis qui risquent peut-être de se passer. Alors, est-ce qu'on va de nouveau avoir un décrochage dans les 2 mois qui viennent, dans les 3 mois?
Pour l'instant, je dirais non, parce que la Fed soutient les marchés. Ça, c'est une certitude. En septembre, on risque d'avoir, alors j'ai mis la possible, mais c'est pratiquement certain, comme quoi on risque d'avoir une baisse des taux, en tous les cas maximum pour moi de 25 points. Bon, également un côté politique où effectivement la Fed va soutenir les marchés de telle sorte qu'il n'y ait pas de décrochage jusqu'au moment où des élections, donc pour soutenir la candidature maintenant de Kamala Harris. Et ça aussi, c'est important. Bon, je parlerai un jour peut-être aussi au niveau des statistiques, de voir un petit peu sur le SP500, le rapport entre le SP500 et les élections des présidents. Il y a des choses intéressantes, mais j'en parlerai ultérieurement. Alors, le VIX. Le VIX, eh ben, oui, on a dépassé les 60, on est monté à 64, donc le 5 août. C'est quand même pas rien. Hein. Alors que, oui, en VGT, on était en dessous des 17, hein, donc qui était pour moi un niveau de support, parce que pendant un bon bout de temps, on naviguait là-dessus. Bon, j'ai gardé résistance support. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que pour protéger mon portefeuille, donc protéger mes positions, parce que ça peut décrocher vite, hein, regardez à quelle vitesse ça monte, le VIX, et à quelle vitesse il redescend. Donc le choper à ce moment-là ou le choper là, bah, si le VIX par exemple monte, eh ben l'achat de call par exemple monte. Hein. Donc j'avais au mois de mars, oui c'est ça, le 28 mars, je crois que j'en avais parlé dans le billet et tout, etc. J'avais pris position sur l'achat d'un call VIX, donc un call VIX 23 $, donc voilà, 23 $, pour l'échéance de septembre, le 17. Bon, je l'avais acheté à 1,82. Donc, c'était peut-être une assurance que j'achetais. Si vous voulez, c'est comme votre voiture. Vous dépensez une assurance, et on voit tout ça pendant les formations. Vous dépensez dans une assurance, mais si ça se trouve, l'assurance va servir à rien. Vous n'allez pas casser la voiture, vous n'allez pas avoir d'accident, on ne va pas vous la fracturer. Bon, ben, donc c'est un coût, mais c'est une garantie pour votre véhicule. Et ben, j'avais fait la même chose grâce aux options. J'avais protégé mon portefeuille. Alors, bien entendu, pas la totalité. Si vous voulez, je n'avais pas payé une assurance pour votre maison. Vous avez multiplié par 4 la valeur réelle de ce que vous avez à l'intérieur. Ça sert strictement à rien puisque vous ne serez pas remboursé. Mais j'avais pris quand même, j'avais dépensé pour protéger mon portefeuille. Et puis en me disant, bah, de toute façon, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas, je ne m'appelle pas Irma. Eh ben, tout compte fait, j'ai revendu, vous voyez, mon call 23 $, la même échéance. Alors on voit aussi pendant les formations l'érosion du temps, comme quoi, bah, effectivement, un call, si le VIX ne bouge pas, bah, de toute façon, on a l'érosion du temps, ce qui fait comme quoi il y a une perte de valeur de l'option. Mais bon, rassurez-vous, on voit tout ça pendant les formations. Et je l'ai revendu, alors vous voyez, le 2 août. Alors le 2 août, je ne pouvais pas imaginer que le 5, on allait péter le truc, le compteur. Ça va tellement vite. Bon, ben, je l'ai vendu quand même le vendredi, donc 2 août. J'ai attendu de me rapprocher ici de la valeur des 30 et je l'ai vendu à 2,60. Donc, bah, vous faites le ratio, hein, 2,60, donc revendu avec un achat de 1,82, et ben effectivement, et ben j'ai protégé à hauteur de 40% donc de plus-value ici mon portefeuille et je l'ai vendu donc le 2. Bon, eh ben, on va me dire, ah ouais, mais Philippe, tu aurais pu attendre lundi. Mais lundi, je ne savais pas vraiment qu'il allait se passer ça. Ok. Bon, mais en tous les cas, j'ai quand même protégé donc mon portefeuille. Alors, au niveau, donc, vous voyez comme quoi, ça c'est depuis le début d'année. Alors comme quoi, vous voyez, s'inquiéter, ça sert strictement à rien. Pour l'instant, je pense que les marchés sont calmés simplement pour des raisons donc d'élections présidentielles aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Donc voilà, la Fed est derrière, tac tac, les petites ficelles. Bon, cependant, parce qu'il y a eu des gens qui ont peur, hein, NVDA, des BC, machin truc et tout, etc. Bah, quoi qu'il en soit, hein, je suis désolé.
Ça, c'est depuis le début, depuis le premier, enfin pas le premier, c'est férié, depuis le 2 janvier 2024. NVDA, on a 161% de progression. Apple, 18%. Microsoft, 11%, j'arrondis. Ok, Amazon, 16,52%. Bon, hein, voilà, donc 63 ici. Bon, j'arrondis toujours. JP Morgan, 28, j'arrondis. Berkshire Hathaway, donc le fonds de Warren Buffett, bon, bah voilà, 27. Bon, bah vous voyez comme quoi c'est pas la catastrophe. Et puis également, donc là, on fait une ventilation par rapport à la capitalisation. Vous voyez que cette semaine, ça s'est bien passé. Donc, on a un petit réveil des small, on a une progression, oui, de plus de 3%, des micros, des nanos, ok. Et puis, on a toujours les larges et mégas. Bon, bah effectivement, une belle progression cette semaine. Et on regarde toujours depuis le début d'année, eh ben les mégas, c'est elles qui ont tiré. Donc les mégas, je vous rappelle, hein, c'est des sociétés de plus de 200 milliards donc de capitalisation. Eh ben les mégas tirent tout. C'est elles qui tirent les marchés depuis le 2 janvier 2024. On l'a dit, je me répète, ok, bah c'est toujours vrai. Et puis petite chose quand même intéressante. On a, ce qui n'était pas le cas, hein, les small, alors les small et les middle, vous voyez comme quoi elles sont positives depuis le début d'année. Ce qui sous-entend que peut-être le Russell 2000 se réveille aussi un tout petit peu, ce qui est intéressant pour l'économie américaine. Les secteurs depuis 6 mois, donc ici 127 jours, 6 mois. Je vous indique ici donc le SP500 par référence, vous voyez donc sur 6 mois, le SP500 a progressé depuis de plus de 11%. Bon. Alors, chose intéressante, l'ensemble des secteurs est positif sur 6 mois, ce qui est relatif, c'est même très important. Vous voyez, comme quoi, on a vu les points un peu sur l'économie, comme quoi il y a des trucs à checker, parce que bon, voilà, mais au niveau des marchés, bah, vous voyez, comme quoi, au niveau des marchés, tous les secteurs sont positifs. Et puis, bon, on a une petite préférence pour les utilities. Alors, est-ce qu'il y a eu une rotation des secteurs? Oui, si effectivement, aujourd'hui, les utilities sont effectivement numéro un en termes de progression, ça veut dire comme quoi on a tendance un petit peu à protéger ses portefeuilles. Au niveau donc des 4 indices, nous sommes toujours ici sur, vous voyez, 6 mois, donc 23 février, 23 août, et les 4 indices sont positifs. Donc ici, le Dow Jones, oui, donc il s'est bien réveillé, ok, on a 6%. Donc le Russell 2000, on se rapproche des plus hauts que nous avions rencontrés courant juillet. Bon, parce qu'il nous avait fait une belle progression. Alors, c'est quand même des éléments extrêmement positifs. Donc, vous voyez, c'est l'histoire de la balance. On a vu des points clés à vérifier, et puis là, on voit que les indices sont quand même positifs. La semaine prochaine, donc au niveau des earnings, donc vous allez avoir deux sociétés donc dans le compartiment des mégas, donc c'est au-dessus de 200 milliards donc de capitalisation. On va avoir deux sociétés qui vont présenter leurs résultats. On va avoir Salesforce, CRM, et puis on va avoir la fameuse NVDA, Nvidia. Bon, qui a une belle capitalisation, vous voyez, 3000 milliards de capitalisation, hein, j'arrondis, c'est quand même monumental. Bon, dans le compartiment des larges, c'est-à-dire 10 milliards, 200 milliards de capitalisation, vous allez avoir 33 sociétés qui donc présentent leurs résultats dans la semaine qui vient. Bon, donc, alors, il y a une société, alors c'est un petit clin d'œil, hein, je vous fais. Donc cette semaine, je vous ai pas fait un tableau avec les sociétés. Bon, il y a une société intéressante qui va présenter bientôt ses résultats. C'est la société Elco. Alors pourquoi Elco? Eh ben, c'est une des dernières sociétés que Warren Buffett a fait rentrer dans son fonds. Alors NVDA,
Vous voyez, c'est les résultats, c'est le 28. Voilà, c'est mercredi. Alors, on va appuyer ici. Alors, NVDA, vous voyez, comme quoi, ben, on se rapproche des plus hauts qu'on avait vus au mois de juin. Le SP500, alors, son comportement, vous voyez, on se rapproche ici donc du plus haut du 16 juillet. Vous voyez, en clôture, 16 juillet. On se rapproche. Si on regarde en configuration donc hebdomadaire et ici mensuelle, vous voyez comme quoi bah, le mois n'est pas fini, donc on peut pas en parler, mais vous voyez comme quoi on est venu ici tester là 10 mois. Bon, ici on s'est rapproché de la 50 semaines. Et puis là, vous voyez, on avait cassé la 50D, on était sous la 10D. Bon, et ben à partir de ce moment-là, on se rapprochait ici de la moyenne mobile 200, mais on l'a pas touché, 200D. Le Nasdaq 100, vous voyez comme quoi on n'a pas encore dépassé les plus hauts, hein, donc de juillet. Si on regarde en configuration hebdomadaire, on a bien rebondi ici sur la moyenne mobile 50 semaines. Et puis là, sur la mensuelle, on voit comme quoi on est venu tester là 10 mois. Bon, pour l'instant, les configurations, hein, si on regarde en mensuel et en hebdomadaire, elles sont bonnes. Hein, on est toujours haussier. Industriel. Ben là, vous voyez, on vient tester, on teste les plus hauts qu'on a rencontrés donc en juillet. Alors, est-ce qu'on va casser bah, peut-être, peut-être pas. Bon, oui, un indicateur ici qui me dit comme quoi on n'a pas tout à fait. Mais bon, faut se méfier. Oui, c'est comme les marchés sont un petit peu manipulés. Bon, ça m'étonnerait pas qu'on casse ici. Hein. Et puis le Russell 2000. Bon, bah le Russell 2000, vous voyez, bon, il est venu tester la 200D, c'est clair. Ok, on voit bien ici qu'il a testé également la 200 semaines. Bon, et puis, bah ici, il avait testé là 50 mois. Et puis, il avait traversé là 10 mois. Bon, mais pour l'instant, vous voyez, la configuration reste quand même assez positive. Alors, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Donc, c'est un indice. Donc, le Nice Fang. Donc, tout ce qui est Fang, Facebook, etc. Bon, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié parce on va voir, il y a un autre indice qu'on va voir juste après. Donc, les Magnificent Seven. Bon, mais je le remets quand même parce que c'est intéressant parce que vous voyez comme quoi, typiquement en daily, mais alors, on est venu pile poil taper sur la 200 jours et on est rebondi, on a rebondi. Bon, là, on vient clôturer sur la 50. Est-ce que ça va repartir vers le nord? Est-ce que ça va tenir? Bon, je ne sais pas, ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Et puis, les Magnificent Seven, à travers un ETF, donc MAGS, donc avec les options, on peut le traiter, je vous rappelle, même si c'est un ETF américain, ça c'est les avantages des options, on peut traiter donc des ETF américains, ce qui n'est pas le cas si vous voulez traiter directement les ETF quand vous êtes résident européen, bien entendu. Là, c'est pour les résidents européens que je parle. Bon, ben là, vous voyez, même chose. Bon, cet ETF est récent, donc on voit un tout petit bout là de rouge, donc la 200D. Bon, ben c'est tout récent, hein, vous voyez, ça a démarré hein, au mois de novembre, hein, cet ETF, donc c'est assez récent. Donc, ben, on clôture au-dessus de la 50D. Bon, on est en plein milieu de la bougie donc de jeudi. Moi, est-ce qu'on va continuer vers... Ben, ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Et pour finir, donc, moi je vous propose quand même, c'est de voir pourquoi les options, donc en dehors de la monnaie, expirent sans valeur. Donc c'est une vidéo que Michael a faite cette semaine passée. Je vous en termes donc de compréhension des options, et en plus c'est de l'information qui est gracieusement fournie. Donc informez-vous, apprenez, parce que le plaisir d'apprendre, c'est un gros bonheur de la vie. Hein. Voilà. Et puis, je vous propose, on se revoit bientôt. Bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt.